Il y a des maladies qui sont bien plus que des maladies, ce sont des légendes. L'une d'elles a carrément influencé le cours des empires. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire et la science de ce qu'on a appelé l'hémophilie. Et voilà, le surnom qui dit tout. On l'appelait la maladie des rois. Rien que ça. Ce nom, il n'est pas anodin, hein. Il nous transporte tout de suite dans les couloirs des palais, au cœur des intrigues royales et des grands drames de l'histoire. Ce qui est fou, c'est que cette ombre plane depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense. On a des traces dans des textes juifs anciens qui parlent déjà de saignements inhabituels. Puis, au XIIe siècle, un médecin arabe, Al-Bukassis, y remarque quelque chose de troublant. Dans une famille, seuls les garçons mouraient après des blessures, même toutes petites. Mais alors, le vrai tournant, le moment où cette maladie entre dans la grande histoire, c'est au XIXe siècle. La fameuse reine Victoria. Sans le savoir, elle était porteuse. Et elle va transmettre ce gène à presque toutes les cours royales d'Europe. L'exemple le plus tragique, bien sûr, c'est son arrière-petit-fils, le tsarévitch Alexeï de Russie. Sa maladie a été l'un des clous dans le cercueil de l'Empire russe. C'est dire l'impact. Bon, on a planté le décor historique. Maintenant, il est temps de mettre la blouse de scientifique et de regarder ce qui se cache vraiment derrière ce mystère royal. C'est quoi au juste l'hémophilie? Alors, le nom scientifique, il est un peu barbare. Coagulopathie hémorragique constitutionnelle. Oublions ça 2 secondes, en fait c'est beaucoup plus simple. Imaginez que le sang a besoin d'une équipe de réparateurs pour boucher les fuites quand on se blesse. Ces réparateurs, ce sont des protéines, les fameux facteurs de coagulation. Eh bien, pour une personne hémophile, il manque un des membres clés de cette équipe. Résultat, le caillot qui doit se former pour stopper le saignement est fragile, il ne tient pas. La fuite n'est pas bien colmatée. Et dans cette équipe de réparateurs, il y a surtout 2 membres qui peuvent manquer. Soit c'est le facteur 8, et dans ce cas, on parle d'hémophilie A, c'est de loin la forme la plus répandue. Soit c'est le facteur 9 qui est absent, et là c'est l'hémophilie B, beaucoup plus rare. Au final, que ce soit l'un ou l'autre qui manque à l'appel, le résultat est le même. La coagulation ne se fait pas correctement. Alors, on parle de combien de personnes concrètement? Les dernières grosses données qu'on a, de 2018, dénombraient un peu plus de 210 000 personnes hémophiles dans le monde. Bon, ça peut paraître peu à l'échelle de la planète, c'est ce qu'on appelle une maladie rare. Mais pour chaque personne, pour chaque famille, l'impact est immense. Et si on regarde de plus près, la répartition n'est pas du tout équilibrée. Sur ces 210 000 personnes, la très très grande majorité, plus de 173 000, c'est de l'hémophilie A. L'hémophilie B, elle, est beaucoup plus en retrait. On est sur un ratio d'environ 5 contre 1. C'est énorme comme différence. Ok, maintenant on va aller voir sous le capot, on va plonger dans la biologie du truc. Comment ça marche, cette fameuse cascade de la coagulation? C'est un peu comme un château de cartes. Comment est-ce qu'une seule carte en moins peut tout faire s'effondrer? La source de tout, elle est là, dans nos gènes. Plus précisément, sur le chromosome X. C'est sur ce chromosome que se trouve le plan de fabrication à la fois pour le facteur 8 et pour le facteur 9. Et ça, c'est la clé pour comprendre pourquoi ça touche quasi exclusivement les garçons. Les femmes ont 2 chromosomes X. Si l'un a un défaut, l'autre peut compenser. Les hommes, eux, n'ont qu'un seul X. S'il y a un défaut dessus, eh bien il n'y a pas de plan B. Et voilà la star, ou plutôt l'absent de l'hémophilia, le facteur 8. Faut pas imaginer un petit truc tout simple. C'est une protéine super complexe, une sorte de couteau suisse moléculaire avec plein de parties différentes qui ont chacune un job bien précis. C'est vraiment une pièce essentielle dans la grande horlogerie de la coagulation. En fait, on peut voir ce facteur 8 comme une sorte de turbo. En temps normal, il est off. Mais quand il y a un saignement, une autre molécule, la thrombine, arrive et appuie sur on. Et là, attention, son efficacité est multipliée par 50. C'est une accélération fulgurante du processus. Et bien sûr, une fois le travail fait, une autre protéine vient l'éteindre pour pas que ça coagule dans tous les sens. C'est un système on-off ultra précis. Mais ce turbo, il ne sert à rien tout seul. C'est là que ça devient génial. Le facteur 8, il travaille en duo avec son pote, le facteur 9. Et leur collaboration est juste démente. Tenez-vous bien, quand le facteur 8 est là, l'efficacité du facteur 9 est multipliée par 1000. Je répète, 1000 fois. Ce n'est pas une petite aide, c'est un boost stratosphérique. C'est pour ça qu'ils sont tous les deux indispensables. Franchement, c'est une mécanique de précision incroyable. Mais du coup, qu'est-ce qui arrive quand ce bel engrenage se grippe, quand un de ces facteurs manque à l'appel? On va laisser le microscope de côté un instant pour revenir à la vie de tous les jours. C'est quoi le prix à payer humainement quand ce facteur est absent? Souvent, tout se révèle au moment où un enfant fait ses premiers pas. Les petites chutes, les petits bobos, ça se transforme en hématomes, des bleus énormes, profonds. Et certains peuvent être dramatiques s'ils sont mal placés, dans le cerveau par exemple. Mais le vrai fléau de l'hémophilie, ce sont les hémarthroses, c'est-à-dire des saignements qui se déclenchent spontanément, à l'intérieur des articulations. Les genoux, les coudes, les chevilles, chaque saignement abîme un peu plus l'articulation. À la longue, ça mène à une destruction articulaire, une maladie chronique qui est extrêmement douloureuse et handicapante.
Alors, face à ces symptômes, comment les médecins font-ils pour être sûrs? Comment pose-t-on le diagnostic? C'est un peu comme une enquête, il y a plusieurs indices. Le premier, c'est l'histoire familiale évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres cas connus? Ensuite, il y a les signes d'alerte chez les tout-petits. Des bleus qui apparaissent après un vaccin, une petite chute, des réactions qui semblent disproportionnées. Et enfin, pour avoir la preuve, on passe au labo. Là, un test en particulier va parler, le TCA. En gros, on mesure le temps que met le sang à coaguler. Chez une personne hémophile, ce temps est beaucoup plus long que la normale. C'est la signature, la preuve irréfutable. On a commencé avec les rois et les empires. C'est fou de penser que cette maladie royale a vraiment eu le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, heureusement, la science a complètement changé la donne. Alors que la recherche avance à pas de géant, on ne peut que se poser la question: quels nouveaux chapitres, peut-être encore plus incroyables, seront écrits dans la longue histoire de l'hémophilie?